Bon, selon Wikipédia, une orgie est une réunion où l'on se livre à toutes sortes d'excès. Bon, le but est de prendre du plaisir quoi. Et c'est la dernière fois que je dis ce mot, car vous voyez les questions de YouTube là, vous comprenez. Alors le truc remonte à l'Antiquité, les Grecs et les Romains se bourraient la gueule dans des grosses teufs pour le dieu Dionysos. Tu sais, le gars là, le dieu du vin, le mec qui a la répute aujourd'hui d'être tout le temps bourré. C'était des rituels, des vraies traditions pour fêter la moisson. Dans un truc romain, le but était bouffer, picoler, dégobiller. Et on va dire un peu de cul aussi. Car là, la différence avec les Grecs, les Romains devaient tout le temps faire des trucs démesurés quoi. Nage, les gens devraient quand même se calmer vu que l'église te surveille. Alors à la Renaissance, ils ont trouvé la solution parfaite en créant la mascarade. Les gens faisaient des fêtes masquées pour protéger leur identité car ils avaient tout de même un statut auprès de l'église. Donc, le programme. Tu mets un masque pour qu'aucun mec te reconnaisse. Ensuite, t'invites toutes les prostituées de la ville. Et enfin, t'évites d'être bourré au risque que quelqu'un te découvre le matin. Ouais. Donc, on peut commencer le top. Le 31 octobre 1501, le Vatican plonge dans la fornication la plus bestiale lors d'une orgie organisée par le pape Alexandre VI. Le jeu comprenait plus de 50 courtisans, avec plus ou moins le même nombre de prostituées. Ceux qui faisaient la meilleure performance gagnaient des prix. Le pape était juge avec son fils Cesare et sa fille Lucrezia. Et les appartements du pape étaient selon des dires de vrais bordels. Pour devenir pape, nom de famille des Borgia devient Borgia, beaucoup plus italianisé. Je sais même pas si ça se dit, mais bon, peu importe. Donc, les Borgia ont aussi une histoire déformée malgré qu'il y a eu une légende noire, genre Sixte VI, premier pape Borgia, faisait taxer les prostituées pour remplir les caisses du Vatican, faisait aussi du trafic d'objets, de biens spirituels, etc. Il fut aussi un des responsables de l'Inquisition espagnole pendant la Reconquista en 1418, en nommant Thomas de Torquemada, tuant juifs, protestants et même des catholiques qui n'étaient pas à fond sur la religion. Le fils d'Alexandre VI, Cesare, était très actif dans ses orgies. Il était un pote de Léonard de Vinci qui lui confectionnait des armes de guerre pendant les guerres d'Italie auxquelles Cesare kiffait faire. Une rumeur circulait que Cesare avait une relation incestueuse avec sa sœur Lucrezia. Cette dernière, la pauvre, elle a une répute de merde. Jusqu'à même Victor Hugo qui avait écrit une pièce de théâtre qu'il a décrit comme une femme manipulatrice, sournoise, sexuelle. Vous voyez les bails quoi. Bref, je raconterai pas toute l'histoire des Borgia. On va surtout parler de Rodrigo, c'est-à-dire Alexandre VI. Bon, l'Italie de l'époque, c'était un gros bordel. Le territoire romain était entouré d'ennemis comme Venise, Naples, Milan, encore Florence, qui étaient dirigés par la maison de Médicis. En Italie, les Borgia eurent la concurrence des autres grandes familles de la botte, les Médicis, les Aragon, les Sforza, encore les Colonna. Une telle rivalité qu'il devra marier sa fille Lucrezia, premièrement au fils du roi de Naples, Alphonse d'Aragon, un pro-espagnol, puis elle se marie à Giovanni Sforza, un noble de Milan, pro-français cette fois-ci. Elle finit finalement sa vie avec Alphonse Ier d'Este, duc de Ferrare et de Modène. Pour la vie privée du pape, c'est pas qu'il est pape qu'il ne va pas ken à tour de bras, avec 7 ou 8 maîtresses différentes, je suis pas sûr. On sait ça grâce à Johann Burchard, je ne sais pas si je prononce bien, qui décrivait tous les événements du Vatican. Alors le pape, avec une certaine Vannozza Catanei, il aura 4 enfants, Juan, Cesare, Lucrezia et Geoffrey. Il a aussi plusieurs autres bâtards. Et en 1494, il y a même un Borgia accusé de viol. Vous savez l'anecdote du 31 octobre 1501 que j'ai dit au début?
du truc là était carrément un mariage de Lucrezia avec Alphonse Ier d'Este. C'était l'un des plus gros scandales de l'histoire du christianisme. Le personnage suivant s'en est au XXe siècle. On parlera de deux personnages. Le premier, né le 12 octobre 1875 dans le Warwickshire en Angleterre, connu sous le nom de Maître Thérian, encore frater père du rabot, The Great Beast 666, il est l'homme le plus malsain du monde. On parle bien sûr d'Aleister Crowley. Il faut savoir qu'à cette époque, la mode des excès, c'est plus trop populaire, sauf si tu veux avoir la foudre des médias tomber sur toi. En revenant à Aleister Crowley, il est né Edward, il vit son enfance dans une secte, qui est sa famille, qui est protestante et riche. Il avait une grande admiration pour son père qu'il finit par perdre à l'âge de 11 ans. Il est alors gardé par Tom Bishop, son oncle, qui le forcera à apprendre par cœur la Bible. Donc Tom Bishop, il était fanatique et cruel. Et Aleister Crowley, il étudie la poésie, la littérature, il écrivait même des romans. Et ce n'était pas Victor Hugo le mec. Alors le thème de ses romans, c'était du cul et de la masturbation. Ouais, il a eu son premier rapport à l'âge de 14 ans, puis après il eut plein de meufs où il notait ses partous dans son petit journal, et il contracta aussi des joyeusetés comme des MST. Après cela, ses passions étaient l'occultisme, le paganisme, l'astrologie, l'alchimie, le voyage astral, le yoga, la franc-maçonnerie et l'alpinisme. Bon, là c'est pas ouf, mais le mec avait quand même réussi à escalader la montagne K2, deuxième sommet de l'Himalaya. Après, il rejoint et créa des sectes, comme l'Astrum Argentum. Sa philosophie à ce mec-là, c'est fais ce que tu veux, littéralement. Aleister Crowley était accro à plein de trucs qu'il ne vaut pas dire sur YouTube, MDR. Il s'autoproclamait mage noir, à la Voldemort, car à Skip il pouvait voyager dans le temps ou encore tuer des gens rien qu'avec la pensée. Il faisait également de la magie sexuelle dans ses messes noires. D'ailleurs, ces messes noires, deux mots, partouze et caca. Ouais, c'était ce qu'on trouvait dans sa maison. D'ailleurs, tous les surnoms au début là, il les assumait. Il en était très fier même, car il était v'là sérieux dans ses conneries MDR. Dans sa quête de magie, il tomba sur un certain Grégory Rasputin, qui est d'ailleurs notre prochain personnage. Grigori Efimovitch Rasputin, né le 9 janvier 1869, ou 1864, ou encore 1865, dans la Sibérie, plus précisément dans le village de Pokrovskoye. Il avait plusieurs frères et sœurs, mais mort jeune. Il vit dans sa famille de fermiers à 2500 km de Saint-Pétersbourg, qui était très croyante. Selon la légende, le 10 janvier 1869, une étoile filante a traversé le ciel du village. Elle annonçait la venue d'une personne exceptionnelle. Étant enfant, le jeune Grégory pouvait, dit-on, apaiser des personnes et guérir les animaux par des moyens magiques. Il apprit à lire et se plonge dans la lecture de la Bible et à 16 ans, il eut plein de visions. C'est cool quand même, on finit la vidéo en mélangeant les deux autres personnages, l'aspect religieux avec Alexandre VI / Rodrigo Borgia et l'aspect magie avec Crowley, mais bref, on ferme la parenthèse et on retourne voir Rasputin. Là, Grégory, il va gravir les échelons. En 1888, il se marie et a 5 enfants. En 1894, après une vision, il fit des pèlerinages en Grèce, à Kazan ou encore à Kiev. Il commence alors à se faire un nom parmi les gens, et c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à pécho en masse. C'est là qu'il dira « Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher ». Mais on y reviendra. Avec tous ses contacts, il débarque dans la cour impériale à Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe en 1904.
Là-bas, il y découvre qu'Alexei, l'héritier du trône, est atteint d'hémophilie. En gros, il saigne sa mère, des hémorragies à chaque coupure quoi. Son but à Raspoutine, manipuler le tsar Nikolai II et régner sur la Russie. Et il y arrive, il devient proche d'Alix, femme du tsar, qui écoutait tous ces conneries, en partie car elle réussit à calmer les hémorragies d'Alexei. Bon, on se calme là, il a fait juste arrêter la prise d'aspirine. À la cour, il rencontre des femmes, charmées par son regard, où il en profite pour faire des grosses partouzes. Le moment que tout le monde attend, PTDR, afin que ces femmes soient bénites. Ouais. En 1914, si vous avez un minimum de notions en histoire, vous comprenez que c'est le début de la Première Guerre mondiale, que Raspoutine tentera tout de même d'éviter. Et pendant la guerre, le tsar est parti au front, et Alix donnera à Raspoutine la régence après cela. Son quotidien, Raspoutine, c'était un peu de prière, faire de la pratique censée illégale de la médecine, boire et bien sûr des partouzes à tout va. Une sorte de Littlefinger quoi. Finalement, il meurt assassiné le 17 décembre 1916 à Petrograd et Saint-Pétersbourg. Je tiens à dire que ce top n'est pas un classement, même si je dirais que j'ai kiffé faire les recherches sur les Borgia et Raspoutine, car le premier a joué son rôle important dans la création de la réforme protestante, du moins une des principales, alors que Raspoutine a sûrement incité la révolution russe et toutes les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Si vous connaissez d'autres organisateurs de partous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on arrive à la fin de la vidéo. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et mettez un commentaire. Ça permet de récompenser mon travail sur la dernière vidéo. J'ai oublié de le dire, mais les likes et les abonnements sont vraiment les meilleurs soutiens pour la chaîne. Et merci infiniment à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. La prochaine vidéo, j'attends pas un mois pour le faire. Je vous dis à très bientôt. Ciao!